Bienvenue dans l'émission Comment faire le Congosa thérapeutique. Come closer to my forehead. Face to face we should be. Despite tensions in the air. Hands on hands we should live. Happily, merrily. And shake it under the moonlight we should live. Happily, merrily. And shake it under the moonlight. Pourquoi me fais-tu la guerre? Fais-moi la cour, piton l'amour. C'est comment les boss et les bossesses. Quel plaisir de vous retrouver. Ici Yamou alias Champi, votre présentatrice. Et nous voici de retour pour l'épisode 5 de votre web show Comment faire. L'émission qui prend sa place sous le soleil des réseaux sociaux. Le titre de cet opus est Comment faire pour prévenir le viol. Et aujourd'hui, j'ai avec moi mes acolytes qui sont la sublime Fiona et la ravissante Naomi. Et pour le thème du jour, nous avons sur le plateau Darrell Messomo Dongo. Actuellement, il fait un doctorat en sociologie avec l'option urbanité et ruralité. Côté profession, Darrell est un ergonome. L'ergonomie est l'étude de l'interaction entre l'homme et son travail dans le but d'en améliorer les conditions. Et cette étude s'effectue sous divers aspects dans la sociologie. De plus, il est aussi assistant social puisqu'il campe la position de chef de bureau des enquêtes sociales à la mairie de Yaoundé 5. Alors, Darrell, sois le bienvenu dans notre émission Comment faire. Comment tu te sens? Merci Champi, merci de m'avoir invité à votre émission. Merci aussi aux co-panélistes, je vais dire Fiona et Naomi. Je me sens comme un poisson dans l'eau, donc je pense que voilà, on trouvera de la matière à épiloguer sur le sujet du viol. D'accord. Bon, avant qu'on arrive au thème du jour, il faut savoir que le principe de l'émission est le suivant. En premier, on a la rubrique de Fiona qui porte sur l'actualité. Ensuite, on va passer sur le thème du jour, bien sûr. Et ensuite, on a la rubrique de Naomi qui porte sur les mots packs et les mots sages. Et on termine avec ma rubrique à moi qui est un quiz, une question avec multiples réponses au choix. Bon. Sans plus attendre, je laisse la parole à Fiona. J'espère qu'elle va nous faire rêver avec les hauts et forts. Allez Fiona, tu as la parole. Les Wefo, les Wefo, les Wefo, les Wefo. Merci bien Champi. Tenez-vous prêts? L'actualité du jour débute avec la sortie du film The Woman King qui fait un grand tabac dans les salles de cinéma en ce moment. C'est un film réalisé par Gina Prince-Bythewood, j'espère que je prononce bien, avec la célèbre actrice Viola Davis. Ce film est inspiré de faits réels et retrace l'histoire des légendaires Agogés qui fut une unité de guerriers qui protégeaient le royaume de Dahomey, actuel Bénin, au 19e siècle en Afrique de l'Ouest. De nombreux internautes sont satisfaits et émerveillés par ce jet d'œuvre. Cependant, certains ne manquent pas d'exprimer leur déception car le film ne présente pas fidèlement les faits tels que vécus dans le passé. Pour ne citer qu'un exemple, selon une internaute, le personnage métis de Malik qui a une histoire d'amour avec une Agodier et décide de trahir les Européens ne reflète pas la réalité car selon l'histoire, les métis étaient utilisés pour jouer au cheval de Troie en faveur des Européens. Donc voilà, je ne sais pas si vous êtes déjà allé regarder le film, en tout cas. Et donc là, maintenant, je voudrais demander, Champi, tu es déjà allé voir le film. Une fois, tu t'es retrouvé avec l'histoire de Malik et tout ça. Non, moi, je n'ai pas regardé le film, mais je voulais d'abord qu'on laisse l'honneur à l'invité, qu'il nous donne un peu son avis, s'il a entendu parler du film. Non, je n'ai pas encore vu ce film.
Ça sera peut-être... je vais chercher au sortir de l'émission. Comme l'a retracé Fiona, je crois ça pousse vraiment à y jeter un coup d'œil. D'accord. Et toi, Naomi, tu as eu à voir le film? Non, pas encore. J'ai pas encore vu le film, mais j'ai hâte de le voir parce qu'il y a mon actrice préférée, Viola Davis, à l'affiche. Donc. Bon, moi, j'ai pas encore vu le film, mais c'est vrai que j'ai vu la polémique par rapport au fait que ça ne retraçait pas fidèlement les faits historiques, mais pas sur cette polémique-là. La polémique portait plutôt sur le fait qu'on ait omis de préciser qu'elles avaient participé à l'esclavage, parce qu'on parle bien du royaume Dahomey, dont les Amazones et tout ça. Donc, moi, c'est la polémique que moi, j'ai suivie. Donc, je ne savais pas qu'il y avait une polémique aussi sur le fait que les Métis étaient considérés comme des chevals de Troie pour les Européens pour entrer dans le royaume. Ça, je ne savais pas. En fait, il y a même plusieurs polémiques. Il n'y a pas que ça. C'est juste que je n'ai pas voulu parler de tout ce que j'ai vu ou lu. Il n'y a pas que ça. Il y a même certaines traditions ancestrales. Comment est-ce que les maris se comportaient avec leurs femmes lorsqu'ils étaient polygames. Il y a un tas de choses que les gens ont eu à critiquer, mais je ne pouvais pas parler de tout ça aujourd'hui. Donc, celui-là a attiré mon attention et j'ai voulu que peut-être chacun de vous me donne son avis, quoi. Donc, d'accord. Voilà. Ok. Ben, merci. C'était intéressant. Mais j'espère que ça aura un succès parce que, sans vouloir épiloguer, beaucoup de gens veulent que cela échoue soi-disant que ça ne... Parce qu'on ne parle pas d'elle avec l'esclavage. Et moi, je trouve que c'est un peu de la mauvaise foi parce que tous les films américains ne sont pas fidèles à la réalité. La preuve étant que la guerre du Vietnam, dans le film, c'est les Américains qui ont gagné. Pourtant, ce n'est pas le cas dans la réalité. Donc, qu'on give some slack à ce film-là. C'est ce que je voudrais pour terminer. Les gens oublient parfois qu'à la base, c'est d'abord un film et c'est d'abord du business. On essaye de produire quelque chose qui va plaire aux gens. Donc, on ne peut pas faire quelque chose de fidèle à l'histoire. Et en plus de ça, il ne s'agit même pas d'un documentaire. Il s'agit d'un film hollywoodien. Donc, pour gagner de l'argent, c'est vrai qu'ils ont voulu faire référence à l'histoire, peut-être faire hommage à cette histoire, mais c'est clair qu'ils ne peuvent pas raconter fidèlement cela. Donc, moi, personnellement, j'ai envie d'aller voir le film et je pense que j'irai là-bas le week-end prochain parce que j'aurai le temps. Et j'ai bien envie de regarder et de voir en fait ce qu'ils ont fait. Je t'encourage à aller regarder le film. Je t'encourage. Il faut faire la promotion des œuvres où il y a enfin des acteurs de couleur. Voilà. La deuxième news, c'est laquelle, Fiona? Bon, le second way fort du jour est la pénurie de carburant en France. Depuis quelques semaines, de nombreuses stations-service sont privées d'un ou plusieurs carburants. Et cette pénurie proviendrait de l'application d'un décret mis sur pied par l'État français afin d'aider le peuple. Il s'agit d'un financement de 30 centimes d'euros par litre qui doit être effectué jusqu'à la fin d'année. En plus, il y a aussi Total Énergie qui aurait fait une remise de 20 centimes d'euros par litre en fin du mois de septembre, ce qui aurait conduit à une grande affluence. Donc voilà, comme actualité du jour. Donc, c'est quoi l'actualité? Le fait qu'il y ait la pénurie de carburant ou bien qu'il y ait un problème avec tout? Tu as dit Total? Non, en fait, l'actualité, c'est la pénurie. Le fait qu'il y ait pénurie en France en ce moment. Je ne donnais que les raisons, en fait, de la pénurie. Ce qui pourrait être la cause de cette pénurie. Ok, Fiona, c'est seulement en France ou même en Allemagne, il y a aussi la pénurie de carburant? Non, en Allemagne, il n'y a pas de pénurie de carburant. C'est seulement en France. C'est tel que moi, j'ai informé à lui sur les réseaux, sur certaines pages d'infos. En Allemagne, en tout cas, on n'a pas de problème. C'est juste le carburant qui a un prix, qui aujourd'hui est à un prix très élevé. Et vous, en Belgique, Champi? Bah, moi, je prends les transports. Ouais. Bref, moi, je ne peux pas savoir. Moi, je ne peux pas savoir s'il y a un problème de carburant. Je ne peux pas savoir parce que si je dois prendre le taxi, je vais prendre... En fait, moi, je ne peux pas savoir. Je n'ai pas une voiture personnelle pour savoir. Mais avec les news, non, les informations, les trucs comme ça, il n'y a pas... Honnêtement, je ne sais pas. Belgique, présentement, à ce que je sache, présentement, le carburant a aussi augmenté en Belgique. Ça a augmenté partout, mais je veux dire pénurie. En Allemagne. Parce que pénurie, parce que d'après ce que moi j'ai suivi en France, il y a même une grève et tout ça. Les gens n'arrivent plus à trouver le carburant sur le territoire, dans certaines zones et tout.
Bon, ça, je ne sais pas si c'est en Belgique, mais je ne pense pas parce que sinon, je crois que j'aurais Oui, c'est que tu aurais su. Oui, cela. Donc, moi, je ne sais pas, mais le carburant a augmenté partout. Et je vois rebondir pour cette affaire de carburant. Que le carburant a augmenté partout, sauf en France, puisqu'ils avaient déjà la remise de l'État, le fait que l'État finançait 30 centimes par litre pour chaque citoyen. Okay. Et en plus de ça, Total Énergie qui est encore venu avec 20 centimes, ça faisait beaucoup. Ça fait qu'ils n'ont pas ressenti ce choc que, par exemple, les Allemands ou les Belges ont ressenti après la crise. Darrell, toi, est-ce que vous avez ressenti ça au Cameroun, la hausse des carburants? Ce qu'il faut dire, c'est que récemment, il y a eu un petit remue-ménage, appelons ça ainsi. Il y a eu une rupture de stock de carburant. En fait, le carburant à l'essence, à la pompe, autant pour moi, n'était pas disponible. Donc, lorsqu'il y a pénurie comme ça, forcément, les choses augmentent, les prix augmentent. Donc, les choses ont augmenté, mais le gouvernement a vite fait de trouver une solution adéquate qui a permis que les pompes s'ouvrent. Parce que il y a de cela peut-être 2 mois, disons-le. Il y a peut-être 2 mois que cela a eu lieu. Et puis, bon, voilà, il était quasi impossible d'emprunter du taxi pour se rendre peut-être au travail ou alors dans d'autres endroits. Donc, ben, voilà, les gens vendaient du carburant. À la sauvette. Frelaté, voilà. Ok. Voilà. Frelaté, il y avait des gens qui dormaient même au sein des stations pour attendre. Et pour la petite histoire, il y a aussi, il y avait comment je peux appeler ça? Il y avait une quantité. Donc, ça dit quand tu partais avec ta voiture, on ne pouvait pas te livrer plus de 5 litres. D'un certain montant, oui. Ah, ok. Bah, ça s'est arrangé, tu as dit. Problème, parce que les taxis avaient augmenté, tout avait augmenté, c'était cher. Donc, bon, voilà, le gouvernement a subventionné une partie et puis, bon, voilà, je crois que la situation est revenue à la normale. D'accord, c'est bien, c'est bien. Fiona, c'était très, très intéressant. Moi, est-ce que tu as encore autre chose à dire par rapport à tes 2 rubriques? Parce que moi, j'ai déjà rempli toute ma coupe, donc je n'ai plus rien à ajouter. Bon, moi non plus, j'ai plus rien à ajouter. Je dis juste que, bon, beaucoup de courage aux Français qui, en ce moment, vivent cette crise. J'espère qu'ils pourront trouver une solution d'ici là, parce que c'est pas évident de ne pas pouvoir se rendre au boulot ou d'un endroit faute de carburant, quoi. D'accord. Merci, Fiona. Voilà. C'est comment? Pourquoi tu prends mon rôle? C'est comment? Laisse-moi, je dis merci. Mais laisse-moi accepter le merci parce que je vis en France. Non. Laisse-moi accepter le merci. Moi, j'étais partie sur autre chose. Pardon. Oui, vraiment assez. Il y a quoi comme les Ivoiriens disent. Bon, on va faire une petite pause. Les boss et les bossesses. On va revenir pour embrasser le thème du jour. Donc, on se retrouve juste dans quelques petites secondes. Le topo du jour, c'est maintenant. Nous voilà de retour, les boss et les bossesses, et il est temps de passer au plat de résistance. Après l'apéritif que nous a servi Fiona avec sa rubrique Les Wefforts. Donc, le thème du jour est comment faire pour prévenir le viol. Mais avant de passer la parole à notre invité Darrell, je voudrais cependant fournir une information que j'ai trouvée dans l'aide-mémoire de Dr Muriel Salmona qu'elle a écrit en 2017. Dans ce mémoire, elle donne une information qui permet de comprendre pourquoi le viol est un événement traumatisant. Je cite, « Lors de viol, la mise en scène de meurtre, l'humiliation, l'atteinte à la dignité génère chez les victimes un sentiment de mort psychique. Elles se perçoivent comme des mortes vivantes, réduites à des objets, leur vie devient un enfer. Les troubles psychotraumatiques sont des conséquences normales et universelles des violences qui s'expliquent par la mise en place de mécanismes neurobiologiques et psychiques de survie face à un stress extrême à l'origine d'une mémoire traumatique. » Alors, face à ce fragment que j'ai lu,
Je voudrais avoir ton avis dessus, Darrell, en tant que doctorant en sociologie. Alors, ce qu'il faut dire avec, il faut servir sur les paroles de Muriel, du docteur Muriel, c'est que son apport reste un apport vraiment pertinent, mais sauf seulement que cet apport est restrictif. Pourquoi? Parce que il n'est que valable, c'est-à-dire il n'est que valable dans un champ, le champ de la psychologie. Peut-être aurait-elle peut-être adjoint à son commentaire ou alors à sa vision des choses, une autre vision peut-être, je peux dire, disons une vision sociologique, une vision anthropologique ou alors d'autres visions. Bon, ce qu'il faut aussi retenir avec ça, tout en nous référant à ces idées, c'est que lorsque l'individu ou alors lorsque la victime ou alors la personne se fait violer, c'est un peu comme une séquence, c'est comme si c'est un film, puisque cela se passe sans lui, malgré lui, disons victime. La scène se passe sans elle et malgré elle. Une façon de dire qu'elle est contrainte, et cela se passe par un fait subit. Subitement, on te violente en route, on te prend ta dignité, on te dépossède de tout ce que tu peux avoir comme joie, comme liberté, comme vie. Alors, cette séquence s'enregistre automatiquement dans ton psychisme. Donc, la mémoire joue en ce moment le rôle de stop. Vous voyez, la mémoire joue le rôle d'une partie qui s'enregistre. Et cette façon de s'enregistrer, elle ressurgit lorsqu'on est en contact avec une autre personne et dans des circonstances à peu près similaires. Mm-hmm. De cette façon-là, la victime est en quelque sorte, c'est une mort psychique. Parce que la mémoire te rappelle de prime abord que bon, voilà encore que ça va se passer. Et d'une façon ou d'une autre, tu commences à te sentir troublé, tu commences à repousser l'autre et avoir des comportements que tu n'avais pas avant. Avoir des comportements bizarres, pas comme que tu n'avais pas avant. Mm-hmm. Avoir des comportements bizarres et au fin de compte, à se dire, je ne peux pas supporter, il faut que je me donne peut-être la mort, vous voyez. Donc, c'est dans cet élan-là qu'on peut analyser la vision du docteur Muriel. Merci. D'accord. Et donc, puisque le thème aujourd'hui, c'est la prévention sur le viol, il faudrait déjà qu'on puisse définir c'est quoi le viol. Donc, comment est-ce que toi, tu définis le viol en des termes très simples? Disons, c'est un acte par lequel une personne est contrainte à un acte sexuel, par la force, par la menace, par la ruse ou par l'absence de consentement. C'est-à-dire, c'est un acte qui s'opérationnalise sans ton avis et qui fait usage soit des parties intimes, soit de la force, soit alors des objets. C'est comme ça qu'on peut définir le viol. Maintenant, si il faut se référer à une définition sociologique, il faut dire que le viol, c'est l'ensemble de manières de penser, de sentir, d'agir déviantes, réprimandées par la société. Donc voilà la définition qu'on peut donner au viol. Est-ce qu'il y a des formes de viol? Disons qu'il y a plusieurs formes de viol. Mm-hmm. Il y a plusieurs formes de viol et nous allons en citer peut-être quelques formes. Nous avons le viol par contrainte physique, qui fait intervenir les organes génitaux ou alors des objets, parce que on peut te violer en utilisant des objets, pas forcément des organes. Alors, il y a des contraintes, viol par contrainte psychologique ou mentale. On rejoint la pensée du docteur Muriel. Il y a le viol conjugal qui fait intervenir des conjoints. Il y a le viol, ce que j'appelle le viol aveugle, qui est un viol qui se passe dont la victime ne connaît pas son ou ses agresseurs. Il y a le viol collectif, il y a aussi le viol collectif, c'est-à-dire plusieurs personnes en partouze se retrouvent sans le consentement de la personne qui est victime. Mm-hmm. Voilà. D'accord.
Et le viol psychologique, c'est-à-dire quelqu'un, en fait, là, on n'utilise pas la violence physique, c'est-à-dire que quelqu'un te manipule pour que tu aies des rapports avec lui. C'est ce que nous avons appelé la contrainte, le viol par contrainte psychologique. C'est ça que je voulais comprendre. Donc, c'est ça que tu appelles le viol psychologique. Oui, bien évidemment. D'accord. Donc, l'aboutissement, c'est donc cette mort physique. Hein, ce sont cette mémoire traumatique dont parlait le docteur Muriel. Ok. Donc, ça veut dire qu'au final, il y a viol physique. Donc, peut-être qu'au final, ça rejoint les viols physiques. Non, en fait, il y a le viol. Non. Quand il explique ces gens... Oui. On est en train de dire ceci. Il y a un viol qui est physique, n'est-ce pas? Et il y a un viol qui est psychologique. Vous voyez? Ça, c'est une manipulation mentale. C'est-à-dire, quelqu'un me dit quelque chose sans mon consentement, ou bien alors, il veut prendre quelque chose, il va abuser de moi. Vous voyez un peu? Hein? Il peut même procéder par une injure. Ça, c'est un viol mental. Hein? Ce n'est pas forcément physique. Pour me rabaisser, pour me diminuer devant les gens. Ça, c'est un viol d'accord. mental. Ok, là, je comprends mieux. Ok, c'est plus que clair. Et donc, est-ce qu'on peut dire que la culture est un facteur déterminant dans la propagation du viol dans une société ou bien dans son extermination dans une société? Alors, là, c'est une question qui a deux volets parce que vous avez parlé d'extermination aussi également. Non, j'ai dit, est-ce que la culture est un catalyseur de viol ou bien pas un catalyseur de viol dans la société? Est-ce que c'est... Bon, ce qu'il faut répondre à cette question, c'est que il n'y a aucune culture qui encourage le viol. Même si on prend les sociétés les plus primitives aux plus modernes, il n'y a aucune société qui encourage la pratique du viol, puisque toute société, dans son essence, est régie par un arsenal normatif. Et dans cet arsenal normatif, le viol est considéré comme déviant. Vous voyez? Mais quelque part, ce qu'il faut encore comprendre, c'est qu'il y a certaines sociétés, certaines cultures qui ne réprimandent pas le viol à l'énergie, à l'échelle grandeur nature, comme dans d'autres sociétés. Donc là-bas, le viol est un peu perçu comme non, ça peut passer. Vous voyez? Donc c'est ce qu'il faut dire. D'accord. Oui, mais j'ai quelque chose à ajouter. Quand Darrell, tu dis qu'aucune société n'encourage le viol, moi, je ne suis pas du tout d'accord parce qu'il y a encore des sociétés aujourd'hui qui encouragent le mariage forcé. Et voilà, et il y a des petites filles de 10, 11 ans, 12 ans qui partent se marier avec des vieux qui, au final, abusent d'elles parce qu'une petite fille de 12 ans, vous n'allez pas me dire qu'à la nuit de noces, elle a vraiment envie qu'un vieux de 70 ans la touche. Donc, moi, j'appelle ça le viol. C'est même de la pédophilie. Oui, c'est même de la pédophilie. Oui, et encore aujourd'hui, ça existe dans nos sociétés. Et il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques mois, je ne sais pas trop, mais il y a Enquête Exclusive qui a fait un documentaire dessus. Et là, j'ai vu au fin fond des forêts, je crois que c'est au Congo, Gabon, quelque part, bref, dans la forêt équatoriale en Afrique, il y avait encore des jeunes filles qui étaient victimes de mariage forcé avec des vieux. Et là-bas, on acceptait ça. Et c'est pas normal. En fait, moi, Vas-y, Darrell. Tout à fait. Je pense que ce que vous êtes en train de dire est assez pertinent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a ce qu'on appelle la macro-société et la micro-société. Alors, dans cette micro-société, peut-être le fait d'envoyer l'enfant une petite fille dans des mariages forcés, en quelque sorte, pour eux, ce n'est pas un viol. Parce qu'il y a d'autres paramètres, il y a d'autres logiques qui sous-tendent ou alors qui accompagnent le fait d'envoyer l'enfant en mariage précocement. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans la macro-société dans laquelle cette personne-là se trouve, ce phénomène est réprimandé. Et vous allez même comprendre si vous partez encore de plus belle façon, en fait, si vous cherchez à checker les paliers
les plus enfouis, vous allez comprendre que même dans ces sociétés-là, la pratique, c'est-à-dire envoyer l'enfant précocement en mariage est interdit. Est interdit, mais les gens en font à leur tête parce que oui, parce que ils veulent peut-être il y a peut-être l'apport matériel ou alors la gloire ou alors il y a plusieurs logiques qui peuvent l'expliquer. Je suis d'accord avec ce que tu dis parce que je sais justement où je voulais intervenir, c'est que de façon globale, c'est pas quelque chose qui est accepté dans les pays là. Tu vois, c'était le Congo, le Gabon, tout ça. Mais il y a certains individus qui sont des déviants, disons, et donc ils vont à l'encontre des lois. Et il faut aussi dire que le contexte n'est pas aussi propice à ce qui est parfois des enquêtes, un peu comme ici, par exemple, en Occident, où il y a vraiment l'assistanat social qui va à la protection de l'enfance et tout ça. Donc, bien, voilà, il n'y a pas encore cela vraiment d'établi en Afrique, mais de façon, je veux dire, morale et tout, la population dans son ensemble global ne supporte pas ce genre de pratique. C'est réprimandé. La preuve, il y a des émissions de télévision dans ces pays locaux où on pointe du doigt les messieurs, les vieillards qui vont en mariage avec des enfants. Donc, c'est pour ça qu'il a parlé de micro-société et macro-société. Donc, je ne sais pas si j'ai un peu bien résumé. Oui. Donc, bon, je voudrais qu'on passe à autre, qu'on continue. Quand on parle généralement du viol, on voit toujours la femme en victime. Pourtant, il existe aussi le viol masculin, où c'est l'homme qui se fait violer. Et dans le bureau est la femme, comme aussi ça peut être l'homme. Mais pour dire qu'en ce moment-là, c'est l'homme qui est la victime. Mais c'est pas quelque chose qui est populaire, qui est mentionné. Et je voudrais savoir quelles peuvent bien être les motivations derrière cette omerta face aux violences sexuelles dont les hommes sont victimes. Alors, ce qu'il faut dire de prime abord, c'est qu'il faut remonter à des sources historiques, c'est-à-dire prendre la société babylonienne, prendre le judaïsme, prendre la mythologie grecque, prendre la Rome, où non, vous allez comprendre il faut condenser la réponse, s'il te plaît. Oui, je suis en train de condenser. Vous allez comprendre qu'à la base, la femme, lorsqu'on entre dans les Women and Gender Studies, la femme est d'abord perçue comme l'être fragile, vous voyez. Et dans ces sociétés-là, je vais prendre prenons peut-être la Rome, dans la société romaine primitive, le pater familias, n'est-ce pas? Lui, il avait des droits dont il pouvait disposer de ses droits sur ces sujets et donc il pouvait donc en abuser des femmes, vous voyez un peu. Il pouvait en abuser des femmes. Donc la femme est considérée de prime abord comme l'être fragile. Donc c'est pour cela que le plus souvent, lorsqu'on parle de viol, la femme est beaucoup plus d'abord mise en exergue puisque c'est l'être fragile dont il faut protéger. Mais à côté de cela, il faut comprendre aussi que à côté là, il y a des hommes qui subissent également des violences, des mineurs garçons et même des adultes qui subissent des violences. Donc, dans cet aspect-là, on va dire que ce comportement peut s'expliquer par un fait beaucoup plus social, parce que la société a véhiculé ou alors a posé des normes et des valeurs qui voudraient que la femme soit en dessous de l'homme. Et donc, par exemple, par ricochet, c'est la femme qui est toujours vue comme victime dans les cas de viol. Mais à côté de cela, les hommes en subissent également. Merci. Bon, si je dois prendre ce que tu donnes, ta réponse dans un autre sens, c'est vrai donc que comme la femme est donc perçue depuis l'Antiquité comme l'être faible, l'être à protéger, l'être fragile, dont la proie idéale, c'est donc qu'un homme est donc par ricochet vu comme l'être fort absolu, comme le chasseur. Et donc, si le chasseur se retrouve à être la proie, ce serait vu comme une honte. Est-ce que ce n'est pas ce sentiment de honte qui pousse les hommes à ne pas en parler? Même si les femmes aussi, elles ont honte quand elles ne parlent pas. Mais est-ce que la honte est plus vue du côté de l'homme comme étant que ce n'est pas normalement à mon genre d'être victime de tel acte, mais plutôt au genre féminin? Est-ce que la honte ne vient pas de cela? Non, ce qu'il faut dire, c'est que lorsqu'on fait intervenir la honte, c'est en quelque sorte
une façon, en fait, je vais parler des deux, c'est-à-dire autant que l'homme, autant que la femme. C'est ce que le regard social, ou alors ce que les autres diront de moi. Comment, est-ce qu'il n'y aura pas de stéréotypes? En fait, est-ce que je ne serai pas indexé? On a donc peur, lorsqu'on est majeur, on a peur de dévoiler, de peur que, en fait, ceux qui me regardent, en fait, la société à laquelle j'appartiens, vont commencer à me traiter d'eux. Du coup, on se tait. Par exemple, premièrement, bon, il y a aussi une façon, c'est-à-dire, il y a aussi cette contrainte, cette peur que vous pouvez avoir quelqu'un qui a été violé et qui est menacé même par la personne qui l'a violé. Là, c'est le cas beaucoup plus des mineurs. Vous allez voir des parents qui violent leurs enfants, parce que ça se passe, et à maintes reprises, qui violent leurs enfants et qui intiment de l'ordre à leurs enfants de ne pas en parler, ou alors, s'ils le font, ils vont en subir des représailles. Ça se passe même autant chez les femmes que chez les garçons. Le topo du jour, c'est maintenant. D'accord. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de... En fait, tu veux dire qu'il n'y a pas vraiment de raison qui justifie le fait que le viol masculin ne soit pas autant populaire que le viol féminin? C'est ce que je suis en train de vous dire, vous voyez, c'est que de prime abord, j'ai pris les études de genre pour lesquelles la femme serait peut-être perçue comme l'être fragile. Hein? Dans ce sens-là, on peut sans risque de se tromper, dire que c'est la femme qui subit toujours des viols, et même si elle n'en parle pas. Mais il faut aussi comprendre qu'en fait, l'homme subit également des viols et n'en parle pas parce qu'il a peur du regard des autres. C'est parce qu'elle ou il ont tous peur du regard des autres, de le qu'en dira-t-on. Ok, d'accord. Voilà. Et donc, est-ce qu'il y a des situations qui peuvent nous permettre de prévenir un viol, donc bien de désamorcer? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs qui permettraient à une personne de savoir que dans cette situation, je me trouve aussi, si j'y reste, s'en suivra une tentative de viol ou bien un viol? Si ça n'existe pas, tu peux dire que ça n'existe pas. Donc, c'est juste pour ça. Non, en ce qui me concerne, je pense que il y a des situations déjà. Parce que lorsque, c'est pas dans tous les cas, hein, mais il en existe. C'est pas dans tous les cas, il en existe. Parce que vous voyez, quand vous sortez, quand une jeune fille sort, par exemple, elle trouve un inconnu et qui commence à la tripoter de n'importe comment. Là, il y a déjà un signe avant-coureur qui te dit que, mais attends, il faut te méfier. Et si elle essaie peut-être de refouler ou bien de rejeter les attouchements de la personne et qu'il veut faire usage de la force, il faut qu'elle comprenne déjà que non, si je me retrouve dans un milieu comme ça avec cette personne, il peut aller au-delà. Contre un éventuel viol, est-ce qu'il y a des moyens de se protéger? Oui, bien évidemment, il y a des moyens de se protéger. Comme le cas échéant dont je venais de vous faire part, déjà, la victime doit déjà rompre tout contact, ou alors continuer, ou si on est en train de causer, qu'elle cesse de causer avec la personne, de ne pas se retrouver dans des endroits isolés avec la personne. Bon, maintenant, s'il faut entrer dans le cadre du viol même, il faut comprendre que bon, il y a la nécessité en fait de renseigner les enfants sur la préservation de leur intimité. En ce qui me concerne, accentuer l'éducation parentale qui est assez poussée sur la sexualité. Et il faut également revoir les comportements aussi des parents. Parce que vous savez, le plus souvent, les enfants ont peur de renseigner les parents sur leur état ou alors qui ont été violés parce que peut-être ils ont trop peur du parent, vous voyez, parce qu'il y a des parents qui se constituent en véritables tyrans. Mais dans le cadre où, par exemple, parce que là tu parles des violences faites aux enfants déjà, mais si on doit remonter au niveau des adultes, est-ce que les femmes et les hommes
peuvent avoir des tactiques pour pouvoir se prémunir d'être victime de violences sexuelles? Est-ce qu'il y a des outils pour ça? Mais alors, moi, je pense que pour remédier à ce problème, il faudrait que les instances de régulation sociale, c'est-à-dire la gendarmerie, la police et tout ce que vous pouvez imaginer, essaient un peu d'accentuer ce qu'il convient d'appeler le contrôle sur des personnes et des biens. Donc, je crois que si la police met un peu un point d'honneur sur ce cas, je pense que cela va réduire considérablement les taux de viol dans nos sociétés. Oui, ok, d'accord. Ok, Darrell, il y a une question qui me taraude depuis. En fait, là, comme tu parlais, moi, ce que j'ai compris, c'est que les cas de viol ne se ressemblent pas. Donc, chaque victime, elle a un récit qu'elle donne et c'est pas la même chose partout. Et ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il y a des étapes ou alors des situations clés ou principales d'un viol pour qu'on puisse parler. Oui. Non, juste pour qu'on puisse savoir et pour qu'on puisse même dire aux enfants ou alors à tout le monde, pour que tout le monde puisse savoir quand je me trouve dans telle situation, quand c'est déjà à tel niveau, il faut que ça m'interpelle et que je puisse dire à mes parents ou que je puisse informer tel que voilà, je suis déjà à tel niveau et comme ça, je trouve un moyen d'échappatoire, quoi. Donc, quelles sont les étapes clés d'une situation de viol? Alors, est-ce que ça existe d'abord? Alors, de façon formelle, il n'y en a pas des étapes clés d'une situation de viol comme vous l'avez demandé. Mais à côté de cela, je crois qu'une éducation sexuelle assez approfondie, autant à part des instances de sociabilisation primaire que secondaire, est peut-être la clé de voûte, je pense. C'est-à-dire, quand je parle de socialisation primaire, secondaire, c'est-à-dire en même temps à la maison que et aussi dans la macro-société. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas prévenir, donc ça doit arriver avant que... se débatte. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Non, peut-être on ne se comprend pas. Je dis éducation. Quand je dis l'éducation ne se résume pas seulement au fait. C'est-à-dire, on prévient, on dit, OK, j'ai dit, prime abord, de façon formelle, et il n'y en a pas. Pour moi, en fait, en ce qui me concerne, il n'y en a pas. Mais, cependant, il y a ce que j'ai appelé l'éducation sexuelle. L'éducation sexuelle voudrait qu'on intègre dans la société ou alors dans les cursus académiques ou scolaires ces cours-là qui éduquent des enfants sexuellement sur le viol, sur les pratiques obscènes, sur tout ce qui concourt à tout ce qui peut renseigner sur le viol, autant pour moi. Donc, je pense que des enseignants feraient mieux d'éduquer les enfants, en fait, ou même les grands, parce qu'il y a ce qu'il convient d'appeler les causeries éducatives. Donc, je pense qu'on peut le faire. Ça, c'est pour prévenir le viol. Donc, en fait, pour toi, la prévention passe au niveau de l'éducation sexuelle à la maison et dans les instances peut-être gouvernementales, comme à l'école et tout ça. D'accord. Bien évidemment. Et Fiona, parce que depuis là tu es silencieuse, est-ce que tu n'as pas peut-être un avis de toi, en tant que femme, belle femme en tant que femme, belle femme, forcément tu as beaucoup de dragueurs. Donc, est-ce que toi tu n'as pas peut-être une technique, à toi, pour éviter d'être dans des situations qui pourraient conduire au viol? Bon, technique, je ne sais pas si on peut appeler ça technique. Déjà, on est plus susceptible à subir un viol lorsqu'on se retrouve dans certains milieux. Donc, dans certaines zones peut-être sombres la nuit ou bien quelque chose comme ça. Dans certains quartiers, dans certaines rues sombres, etc. Donc, est-ce que toi tu penses? Oui, c'est ce que je pense. Donc, on est susceptible d'être violé par des personnes qu'on ne connaît pas dans ce genre de zone. Et donc, généralement, moi, j'évite de marcher la nuit seule ou bien à certaines heures. D'accord. Et aussi,
Lorsque je sors même, je m'arrange à sortir avec des amis et aller dans un endroit totalement ouvert, quoi, où il y a plusieurs personnes et à être accompagné par ces mêmes personnes, quoi. D'accord. Donc ça, c'est pas une technique, mais bon. Et Moi, toi, Darrell, Naomi? Oh oui, vas-y, continue. oui, je voulais demander à Darrell comment est-ce qu'on peut faire pour surmonter un viol? Si tu as une idée, par exemple, parce que c'est quelque chose de tellement grave. Mais c'est pas une question ça à un psychologue qui pourrait plutôt en parler, parce que Darrell est sociologue, non? Exactement, j'allais dire de te rapprocher au mieux des psychologues. Mais donc, ce sont tu des n'as personnes pas un habilitées. conseil ou bien quelque chose selon ton expérience. Mais c'est son conseil, il te donne, va voir un psychologue. Ah. Alors, je crois que la réponse a été donnée. Voilà. Naomi, et toi, tu n'as pas une stratégie pour éviter d'être dans des situations compromettantes qui pourraient conduire à ce malheur-là? Oui, bon, comme stratégie, comme Fiona a dit, tu ne sors pas seul aux heures tardives. Et aussi, il faut aussi éviter d'être seul avec un homme, bref, à des heures où vous ne deviez pas être seul, quoi, enfermé, bref, dans un endroit clos, si tu n'as pas envie qu'il y ait quelque chose. Qui se passe. Oui, qui se passe, voilà. D'accord. Et de prendre rendez-vous dans des endroits gens publics et tout. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de cas de viol qui arrivent dans des endroits même éclairés à des heures, genre des heures normales et tout. Donc, je sais que c'est pas vraiment une prédisposition genre très sérieuse, mais c'est déjà ça. En fait, ça, c'est ton point de vue. Donc, c'est pas que c'est une parole d'évangile, c'est-à-dire que la vérité absolue. Non, mais c'est ton point de vue. Donc, c'est pas que je pose la question, ton point de vue. Bon, on arrive à la fin donc, de ce thème du jour. On va devoir passer à la troisième partie. Voilà. Donc, c'est vrai que j'avais quelque chose à rajouter. Dans ce cas, je le fais rapidement. Oui. Ah oui, en fait, parce que ici, en Occident, comme on est en train de dire que oui, il faut prendre telle prédisposition et tout pour éviter le viol, mais j'entends souvent dire que il faut éviter les mini, genre il faut vraiment s'habiller décemment pour ne pas encourager le violeur, genre pour ne pas donner les idées au violeur de t'approcher, d'abuser de toi. Et en fait, ici en Occident, on dit que c'est pas une bonne chose, que c'est genre que mon corps, c'est mon corps, je décide de comment m'habiller et c'est au violeur de ne pas me violer. Donc toi, Darrell, qu'est-ce que tu en penses? Alors, d'accord. Alors, avant de répondre à la question, je vais prendre aussi les apports de Naomi et Fiona. Non, il faut juste répondre à la question parce qu'on n'a plus de temps. Il faut juste répondre à sa question, s'il te plaît. On n'a plus de temps. Bon, je vais dire de façon ramassée aussi. Je vais dire de façon ramassée que j'ai résumé en quelque sorte, parce que vous avez voulu qu'on résume. Alors, j'ai résumé en quelque sorte quand je parlais d'éducation sexuelle. L'éducation sexuelle comprend la façon de se comporter, la façon de se tenir, la façon de sentir. En fait, quand on parle d'éducation sexuelle, ça renferme tout cela. Parce que s'il fallait encore disséquer, on devait compte tenu du temps. Donc, c'est pour cela que j'ai résumé tout en éducation sexuelle. Donc, en fait, c'est sa réponse. Donc, l'éducation sexuelle permet de prémunir la société contre ce genre d'activité illicite. Bien évidemment. Voilà, donc c'est ça qu'il est en train de dire. Ok, donc on éduque les garçons à ne pas violer, c'est ça? On éduque tout le monde, les femmes et les hommes. On éduque tout le monde. Il y a personne qui... Parce qu'il y a aussi des femmes qui sont des violeurs. Désolé aux hommes, je ne porte pas voilà. Je suis obligée de couper parce que là, on est out of time. Donc, je veux dire aux boss et aux bossesses que ce thème-ci, c'est un thème très sérieux et qu'on essaie de le traiter avec tout le sérieux et l'expertise que nous avons en notre possession, mais que malheureusement, on va devoir s'arrêter là pour ce thème-ci. Et peut-être plus tard dans l'avenir, on va encore l'aborder et cela un peu plus en profondeur. Donc, les boss et les bossesses, on fait une courte page de pause et on se retrouve pour la troisième et dernière partie de comment faire.
Nous voici de retour, les boss et les bossesses, pour la troisième et dernière partie de votre émission préférée, Comment faire, dont le thème du jour est Comment faire pour prévenir le viol. Donc, nous venons de quitter notre plat de résistance avec l'expertise de notre invité de Marc Darel et nous voici en train d'entamer la fin du voyage. Et vous le savez, pour vous qui êtes habitués à nous écouter, que ceci veut dire que Naomi va nous servir un dessert avec sa rubrique les mots pacnus et les mots sages. Donc Naomi, tu as intérêt à mettre la barre très 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 haute. Tu as la parole, ma chérie. La rubrique les mots pacnus et les mots sages. La rubrique les mots pacnus et les mots sages. Bonjour les boss et les bossesses. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui dans les mots pacnus, on va parler de la décision du Conseil de l'Europe qui sera bientôt mise en vigueur. Le fait d'envoyer son enfant dans sa chambre sera bientôt une punition interdite. Le Conseil de l'Europe juge que ça traumatise l'enfant et que cette punition doit être remplacée par de l'éducation positive. Donc, on imagine que l'éducation positive sera qu'après une bêtise, les parents devront acclamer, applaudir et donner des bonbons à l'enfant pour qu'il continue dans ses bêtises. Bon, qu'est-ce que les filles en pensent? Fiona, Champi et surtout Darel. On commence d'abord par Darel. Qu'est-ce que tu en penses du fait qu'on interdise la punition d'envoyer son enfant dans sa chambre lorsqu'il fait des bêtises? Alors, ça me fait un peu marrer, mais bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque société érige ses valeurs, ses normes et ses règles. En Afrique, par exemple, ce que vous appelez éducation positive a peut-être une autre connotation, mais je ne pense pas que chez nous en Afrique, le fait de dire à un enfant d'aller se coucher puisse constituer vraiment un trouble psychologique. Ça, c'est aux experts de la psychologie de nous expliquer. Mais je pense que nous sommes dans une société qui évolue vraiment dans un gouffre. Le gouffre où les parents n'ont plus de droit sur leurs enfants. D'autorité. Où l'éducation est vraiment au rabais. Quand je parle d'éducation, je fais part des cultures, hein, Ouais. des croyances, des systèmes de croyances et puis l'éducation même scolaire. Parce que l'instruction est déjà en marge de ce qu'on avait avant. Mettre sur pied pour moi, mettre Une telle loi. sur pied une telle loi serait vraiment enlever aux parents toute liberté ou alors toute autorité sur leurs enfants. Et là, je pense que ce n'est même plus aux parents d'instruire ou alors d'éduquer l'enfant. Maintenant, c'est déjà c'est déjà à l'enfant de dicter la loi. C'est déjà l'enfant de dicter la loi. Et puis, on quitte même de là pour comprendre que, en fait, le parent n'a même plus de droit ou alors de liberté d'éduquer son enfant, puisque le gouvernement s'en charge déjà. Donc, autant donc laisser le gouvernement avec nos enfants continuer à l'air. Non, moi je pense que c'est comme ça qu'il faut agir. On a compris ta position. Fiona, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Bon, moi aussi je trouve ça un peu drôle, hein, parce que déjà je ne trouve pas que demander à un enfant d'aller dans sa chambre est une punition violente. C'est même pas une punition, je t'assure. Mais bon, comme Darel a si bien dit, chaque société a ses règles. Mais bon, j'imagine que ce que Naomi disait tout à l'heure aussi était une blague. Oui, par rapport aux bonbons et tout ça. Oui, je voulais rebondir sur ça. Oui, donc en fait, je voulais préciser en fait que si l'éducation positive, je vais prendre un exemple pour mieux expliciter ce que je veux dire. Si l'éducation positive, en fait, consiste, par exemple, à ne pas renvoyer un enfant de 5 ans qui a désobéi dans sa chambre parce que c'est trop violent, mais plutôt de lui demander d'écrire sur une feuille peut-être 150 fois « Je ne vais plus désobéir ». Si c'est ça, éducation positive, en fait, c'est qu'il compte faire pour contrecarrer cela, moi, je suis d'accord. Parce que, généralement, quand on écrit, on retient mieux. En fait, donc, si dans leur...
Non, moi, je suis d'accord. Oui, C'est ça le contre-pied. Tu veux dire c'est ça le contre-pied. Oui, ok. Oui, je suis ça le d'accord. contre-pied. Parce que c'est positif, en fait. Et ce n'est pas violent non plus. L'enfant Attends, tu crois que c'est pas violent? Pour moi, écrire 150 fois, je te jure, c'est plus violent que d'aller dans la chambre. Bon, ça c'est ton point de vue. Moi, Ok, d'accord. Voilà un peu. Tout ce que moi je peux dire par rapport à ça, c'est si l'éducation positive avait des résultats, c'est qu'aujourd'hui le taux de délinquance en Occident ne serait pas autant élevé. Et aussi, c'est que le droit d'aînesse n'aurait pas disparu parce que je ne pense pas qu'ils connaissent encore ça aujourd'hui dans leur société. Donc, je crois qu'ils font tout ça parce que justement, ils sont dans la recherche de la protection de l'enfant, ce qu'il ne faut pas nier parce que justement, il y a des abus qui sont faits par rapport aux enfants. Mais pour moi, le mieux aurait été de trouver le bon équilibre, la bonne balance, c'est-à-dire que veiller à ce que l'enfant soit respecté en tant qu'être humain et veiller aussi à ce que l'enfant puisse être éduqué, élevé pour être un citoyen demain qui est responsable. Et ça passe par l'autorité parentale. Donc, si le parent n'a pas d'autorité sur son enfant, je ne pense pas que l'enfant deviendra un citoyen modèle. Donc, ça, ce n'est que ce que je peux dire. Naomi, ta deuxième partie, c'est quoi? Parce que tu y as les mots sages. Voilà. Les mots sages. Bon, la citation du jour, je l'ai tirée du roman Cœur du Sahel de Djali Amadou Amal. Donc, la citation est 2 points. Ouvrez les guillemets. Quand vous nagez dans le bonheur, veillez à rester là où vous avez pied. Point, fermez les guillemets. Fin de citation. Darrell, qu'est-ce que tu as dit par rapport à cette citation-là? Est-ce qu'elle t'inspire? Veuillez reprendre, je vous en prie, quand vous nagez dans le bonheur, veillez après quoi? Je reprends. Quand vous nagez dans le bonheur, veuillez à rester là où vous avez pied. Darrell, c'est bon, tu as compris la citation qu'elle a lue. Oui, j'ai compris la citation, mais bon, voilà, elle me dit pas grand-chose. Je pense que je vais m'émoutiller pour comprendre le sens et la puissance de ce proverbe, ou je sais pas quoi, de cette citation. Ok, j'apprécie ta réponse parce que ça montre que tu es humble. Donc, quand tu connais tes limites, voilà, tu te tais. Donc, ça, c'est louable. Fiona, tu es inspirée par la citation de Naomi? Bon, je trouve que je ne pourrais pas dire que je suis totalement d'accord avec cette citation, hein, parce que généralement... Tu es toujours anarchiste. Tu es toujours contre ce qui est bien. Si j'étais pour, tu devais dire que c'est bien. Mais comme je suis contre maintenant, tu dis que je suis toujours... Tu es toujours contre-courant, à contre-courant ou c'est à contre-vent. En tout cas, vas-y, parle. En fait, en général, je suis toujours pour, mais cette fois-ci, je ne suis pas pour. Donc, je disais tantôt que... Oui, que je ne partage pas totalement le point de vue de la citation, en fait. Parce que il y a des moments où, dans la vie, quand on vit certaines situations, peut-être le bonheur, comme ils ont parlé de bonheur dans sa citation, on se dit qu'il n'y a pas mieux que ça. Donc, je pense qu'on devrait souvent quitter un peu sa zone de confort pour aller explorer d'autres horizons. Et pour pouvoir aussi se challenger, en fait. C'est ça qui fait vivre. Madame est une viveuse. Oui, d'accord. Tu ne peux pas rester là et tu te dis... Elle qui fait les voyages partout. Ok, non, je comprends maintenant pourquoi tu dis ça. Ok. Bon, moi, j'ai pas... je vais dire quoi? Que je suis d'accord avec Fiona. Et en même temps, je ne suis pas d'accord avec Fiona. Je suis d'accord que parfois, il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Parce que parfois, on peut aussi ne pas savoir apprécier les bénédictions qui sont à notre disposition à l'instant T et on se dit qu'il y a peut-être mieux après et là on bafoue ce qu'on a reçu présentement et que lorsqu'on va chercher le meilleur ou bien l'herbe plus verte, on se rend compte en fait que c'est un désert sur lequel on est tombé et après on pleure si je savais, donc le village de si je savais. Donc je pense que je suis un peu entre les deux, quoi. Ça dépend de quoi et ça dépend et à quelle période de ta vie. Voilà. Justement, c'est pour ça que moi-même j'ai dit que je ne suis pas totalement d'accord. Ça dépend vraiment de beaucoup de facteurs. Alors, Naomi, vraiment, tu nous as donné un dessert assez appétissant. Donc, merci beaucoup pour cette dédication. Voilà, à ton travail. Oui, merci beaucoup. Donc, voilà. Merci beaucoup. Donc, on va passer maintenant à la rubrique que je préfère de toutes les rubriques. Voilà. Donc, la rubrique Wandayance, qui, bien sûr, est
un quiz, une question avec différentes options de choix de réponse. Et après, on va se dire au revoir les boss, les bossesses. Ah, je pleure déjà. Donc, la rubrique Wandaillance. Allez, jingle. La rubrique Wandaillance. Wanda. Wandaillance. La rubrique. Je vais vous poser cette question. Donc, il faudra bien ouvrir les oreilles parce que j'ai pas envie de lire plusieurs fois. C'est assez pointilleux. Parmi les types de profils d'agresseurs sexuels, lequel est le faux? La première option, le violeur indirect, occasionnel ou opportuniste. Ici, le sujet utilise une situation ou un événement pour faire de la violation. Par exemple, ces cas de violation sont faits lors de fêtes ou bien d'événements festifs et ce ne sont généralement pas des agressions planifiées à l'avance. La deuxième option, le violeur explosif. Ce type de violeur cherche à soumettre sa victime à la suite d'une violente pulsion de domination. Il a pour objectif de commettre une agression sexuelle, étant indifférent à la victime. Pour lui, le viol est clairement un acte de pouvoir et de violence et pas tellement un acte sexuel. Ça, c'est la deuxième option. Troisième option, le violeur heureux. Chez ce type d'individu, on observe un lien entre le plaisir sexuel et la douceur. L'initiation d'une interaction que le sujet considère comme excitante peut accroître la douceur du sujet et lui faire subir des pulsions agressives. Il n'est pas rare qu'il présente une habilité sociale et une anomalie appelée nymphomanie et que dans le cas d'un viol, elle s'exprime directement et sans filtre. La dernière option, le violeur furieux. Ce sujet utilise le viol comme un châtiment contre quelqu'un qu'il considère comme un représentant du genre, groupe social ou collectif, ayant produit un type de dommage, réel ou bien imaginaire, c'est-à-dire qu'il expérimente la violation par un bien évident basé sur des stéréotypes et parfois du contenu politique. Donc, parmi ces 4 profils, lequel n'est pas le bon profil? Je commence par Darrell. Comme ça, je vais dire toi, dans le troisième profil. Le violeur heureux. Le violeur heureux, d'où là, vraiment, moi, c'est... C'est la blague. C'est quelle blague? Mais franchement, je vois pas. Je crois que tous les profils là sont vrais. Attends, Pierre Darrell. Donc, pour toi, parce que comme c'est écrit violeur heureux, ça veut dire que c'est pas vrai. C'est bizarre, mon frère, mais... Darrell, je vois pas qui est faux, en fait. Vu le contenu du violeur heureux, là, vraiment, les explications, là, prouvent à suffisance que, vraiment, c'est l'homme pour... On observe chez lui un lien entre le plaisir sexuel et la douceur. L'initiation d'une interaction considérée comme excitante pour accroître la douceur du sujet et lui faire subir des pulsions. Vous m'avez demandé de choisir, je prends le choix. Ok, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. En fait, je voulais seulement peut-être encore bien lire parce que tu as dit qu'il n'y avait pas d'explication logique. Non, moi, en fait, selon moi, c'est selon moi. Je ne vois pas d'explication. Ce violeur heureux qui est doux, ou alors nous sommes dans un film où il y a... c'est quoi le syndrome de Stockholm? Ok. D'accord. Naomi, toi, tu prends quoi? Je t'avoue que je ne sais pas quoi choisir parce que tous les profils que tu as donnés, c'est genre, ça peut être vrai, quoi. Mais là, je ne sais pas. Je vais choisir celui que Darrell a pris parce que, bon. Toujours de tricher. Vraiment, je ne sais pas. C'est toujours... En fait, ça, c'est la paresse intellectuelle, c'est-à-dire qu'il y a violeur explosif, il y a violeur heureux, il y a violeur furieux. Mais attends, c'est aussi en fonction des arguments que tu as donnés. Est-ce qu'il y a même violeur? Attends, j'ai mis combien de violeurs? Violeur indirect ou occasionnel? Oui. Bon, toi, tu prends quoi, Fiona? Oui, j'ai mis 4. Moi aussi, je vais prendre le violeur heureux. Oui, c'est au travail, tricher. Oui. Il faut avoir confiance en vos propres arguments. Arrêtez de tricher les arguments de l'invité. Ça, c'est pas Pourquoi bien. tu penses qu'on a triché alors que tu as donné Darrell tranché. Darrell, elles ont triché bien, elles n'ont pas triché, Darrell.
Oh. Non, je ne peux pas trancher. En peux pas trancher, Parce qu'il y a 4 options. Parce que chacun a suivi les explications Exactement. des profils, des différents profils. Donc, du coup, je pense que les dames, Fiona et Naomi, je pense que, bon, voilà, si elles disent que c'est le troisième profil. Elles sont pas si intelligentes que c'est. Il ne faut pas trop le crédit. Regarde alors, c'est vrai. Parce qu'il a fait vouloir enlever la vérité. Elles ne sont pas trop intelligentes. Il ne faut pas trop les flatter comme ça. Donc, avant la réponse. Non, et selon, non, vous avez la réponse, donc on ne peut pas vous demander à vous-même. Ça va. Bon, la réponse était. Oui. La réponse était le violeur heureux, effectivement. Et tu vois quand même, en fait, justement, parce que tu as donné des arguments en fait qui montraient que ça n'existe pas. Il y a plein de choses qui montrent qu'il n'est pas en train de violer en fait. En fait, tu as clairement dit qu'il violait. Explosif, tu as expliqué clairement qu'il violait et tu as donné les circonstances. Furieux, pareil, tu as expliqué comment est-ce qu'il violait, de la manière par laquelle il procédait. Pourtant, heureux, c'était un peu plus... C'était un peu genre les 50 nuances de grès. Voilà, c'était un peu les 50 nuances de grès. Oui. Tu parles de consentement, tu parles du fait qu'ils te disent d'abord ce qui se passe et tout. Et j'ai pas dit tout ça, maman. J'ai changé quelques mots dans la définition du violeur sadique. En fait, le violeur sadique, j'ai changé sadique en heureux et j'ai changé quelques mots. Voilà, son profil, c'est chez ce type d'individu, on observe un lien entre l'excitation sexuelle et l'agressivité. L'initiation d'une interaction que le sujet considère comme excitant peut accroître l'agressivité du sujet et lui faire subir des pulsions agressives à son égard. Il n'est pas rare qu'il présente un désordre antisocial et une paraphilie appelée sadisme sexuel et que dans le cas d'un viol, elle s'exprime directement sans filtre. J'ai bien mentionné le viol aussi, le viol quand j'ai parlé de violeur heureux. Oui, c'est juste le mot heureux qui vous a donné la puce à l'oreille. Non, tu dis bien violeur sans filtre. Et puis tu dis, mais il y a un moment où tu disais que il te dit en fait, il te parle du viol en fait, il te parle de l'acte. Non, j'ai dit que j'ai parlé de la douceur, c'est tout ce que j'ai changé. La douceur, mais la douceur, c'est genre... Voilà, oui, c'est le mot qui rend la phase caduque, c'est douceur. Oui, c'est ça, c'est ça, parce que c'est sans le consentement et tout, mais comment tu fais la douceur? Voilà. Mais c'est parce que Darrell connaît, c'est pour ça que le mot là lui a tiqué. Mais vous êtes des tricheuses. Mais nous aussi. C'est ce que je vais dire. C'est bon. La prochaine fois, je vais demander parce que vous êtes non, ce qui te dérange, c'est qu'on a trouvé. Si on avait raté, tu ne devais pas être fâché comme ça. Oui, c'est vrai. Bon. Bref, on est arrivé à la fin de l'émission. Franchement, merci beaucoup d'avoir joué le jeu à vous trois. Merci à l'invité Darrell, merci à mes acolytes Fiona et Naomi. Mais avant qu'on ne se quitte, je voudrais déjà donner des informations très cruciales. Si vous avez été victime d'un viol et que vous avez besoin de vous confier ou bien d'être dans les mains d'une association qui pourrait mieux vous suivre, alors, allez-y dans les adresses suivantes. En Belgique, il y a le site www.sosviol.be. En France, il y a le site www.stopauxviolences, violence avec S, sexuel avec S.com. Et en Allemagne, il y a le site www.sheipzig.de. Donc, si vous êtes dans ces pays-là, n'hésitez pas vraiment à aller sur ces liens-là si vous avez été victime. Maintenant, si vous êtes dans des pays que je n'ai pas cités, allez peut-être dans les mairies, demander s'il n'y a pas des associations qui s'occupent des femmes ou bien des hommes victimes d'agressions sexuelles, ou même taper sur Internet. Il est impératif que vous vous faites soigner parce que c'est vraiment un événement qu'on ne peut même pas souhaiter à son pire ennemi. Donc voilà.